Bienvenue, aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens. Ce sont de minuscules molécules invisibles à l'œil nu, dont les effets coûteraient 157 milliards d'euros par an à l'Union européenne en soins et en perte de revenus. De plus, ils favoriseraient le développement de diabète, de certains cancers et réduiraient fortement la fertilité. On les retrouve dans un tas d'objets du quotidien, comme dans les produits ménagers, les pesticides, les produits cosmétiques, les vêtements, mais aussi les plastiques et les produits alimentaires. Ils ne sont presque jamais inscrits sur les emballages, ce qui empêche les consommateurs de se rendre compte de leur omniprésence. On connaît leurs effets néfastes depuis les années 70. Leurs enjeux sur la santé reproductrice sont immenses, alors les négliger mettrait en danger la survie à long terme de diverses espèces animales, y compris la nôtre. Par exemple, en 1990, on a remarqué l'altération du système reproducteur des alligators en Floride. C'est cette découverte qui relancera les recherches sur les perturbateurs endocriniens. L'année suivante, en juillet, 21 scientifiques de 15 disciplines différentes se sont regroupés à la conférence de Wingspread à l'initiative du spécialiste de la santé environnementale Theo Colborn. Les termes de perturbateurs endocriniens ou de perturbateurs hormonaux décrivent plutôt bien leur mode de fonctionnement. Ils perturbent notre système hormonal ou endocrinien. En gros, le système hormonal est constitué de plusieurs glandes, telles que la thyroïde, l'hypophyse ou le pancréas. Elles produisent des hormones. Ces hormones sont des molécules. Elles jouent le rôle de messagers et permettent de réguler les fonctions de l'organisme, telles que la faim ou le sommeil. Pour faire dysfonctionner notre système hormonal, ces perturbateurs endocriniens peuvent agir de 3 façons différentes. Ils peuvent se faire passer pour des hormones et envoyer des signaux qui n'étaient pas censés exister. Ils peuvent aussi empêcher les hormones d'accéder aux organes qu'elles sont censées stimuler, ou bien perturber la production, le transport ou la régulation d'une hormone. Dans tous les cas, ces perturbations ont pour conséquence d'empêcher les organes de fonctionner normalement. Même à faible dose, une fois dans notre corps, ces perturbateurs sont susceptibles de favoriser de nombreuses maladies, comme des cancers hormonodépendants. Ils sont aussi suspectés de faire augmenter le risque d'obésité et d'infertilité. Les perturbateurs endocriniens peuvent aussi perturber la maturité sexuelle. Par exemple, aux États-Unis, environ 15% des fillettes commencent leur puberté à l'âge de 7 ans. De plus, des études ont montré une augmentation de certaines maladies, telles que des anomalies de développement pour les fœtus, qui peuvent causer des naissances prématurées, ou des malformations génitales chez l'homme. On suppose que cette augmentation est en partie due aux perturbateurs endocriniens. Avant d'affecter notre santé, ces perturbateurs doivent rentrer dans notre corps. Pour cela, ils peuvent emprunter un grand nombre de voies. Que ce soit les voies digestives par la nourriture, mais aussi les voies respiratoires avec les minuscules poussières contenues dans l'air, ou aussi par la peau, avec les produits cosmétiques, les déodorants et bien d'autres. Plusieurs études ont réussi à démontrer leurs effets sur l'homme. Par exemple, en 2000, 24 ans après l'accident Seveso, qui s'est produit dans la ville du même nom, où un nuage d'herbicide s'est échappé du réacteur de l'usine, on a remarqué que les hommes exposés à ce nuage ont 2 fois plus de filles que de garçons. Même constat pour des travailleurs dans une usine chimique à Ufa en Russie. On sait aussi que les jeunes sont très exposés à ces substances. Le magazine 60 millions de consommateurs a affirmé en avril 2017 que tous les jeunes français étaient contaminés. Ils ont trouvé, après l'analyse des cheveux de 43 adolescents, 34 molécules en moyenne, dont des perturbateurs endocriniens sur chaque enfant. Bien qu'il soit impossible de réduire à zéro notre exposition aux perturbateurs endocriniens, il existe quand même des moyens qui permettent de réduire notre exposition à ces substances. Avec l'alimentation, en consommant des produits locaux et si possible d'origine biologique, en évitant les contenants en plastique, au quotidien, il est aussi préconisé de respecter les conditions d'utilisation des produits d'entretien, de limiter les produits cosmétiques et aussi d'éviter les parfums ou produits parfumés et aérés régulièrement. Pour résumer, les industries chimiques s'opposent à leur interdiction et tentent toujours d'empêcher ou de reporter les décisions de l'Union européenne, pour ne pas devoir développer de nouveaux moyens de produire, ce qui pourrait leur coûter cher, puisqu'ils ont pris l'habitude de se servir des perturbateurs endocriniens sans faire attention aux conséquences. Cependant, en Europe, des mesures sont en place pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, la France a pris des mesures pour limiter leur présence dans les produits de consommation. Des substances comme le bisphénol A sont interdites. Malgré ces actions, limiter les quantités de perturbateurs endocriniens n'est pas suffisant pour que leurs effets s'estompent totalement. En effet, les perturbateurs endocriniens agissent à de très faibles doses. On ne peut donc pas les traiter comme des substances toxiques classiques.
Pour régler ce problème, l'Union européenne pourrait mettre en place une sorte de classement pour les substances, avec 3 niveaux, qui pourraient être les substances non dangereuses, pour les substances qui n'ont pas d'effet significatif sur notre système hormonal, ensuite les substances surveillées, pour les substances que l'on suspecte d'être potentiellement nocives et qui devront être testées pour connaître les effets. Par exemple, si après avoir testé une substance, elle ne s'avère pas dangereuse, elle sera classée comme non dangereuse. Sinon, si elle a un impact significatif sur le système hormonal, elle sera classée dans la 3e catégorie, qui pourra s'appeler perturbateur endocrinien avéré, qui regrouperait les substances qui doivent être interdites. Ce genre de choses n'est malheureusement pas encore en place, car les industries chimiques font du lobbying, c'est-à-dire qu'elles veulent empêcher l'interdiction de ces substances. Pour cela, ils financent des études qui vont minimiser l'impact des perturbateurs endocriniens, en mettant en avant l'incertitude scientifique. Ils vont aussi chercher à décrédibiliser les recherches indépendantes. En plus de cela, ils tentent de convaincre les décideurs, autrement dit, les personnes de pouvoir qui peuvent interdire ces produits. Pour cela, ils usent de manipulation, de flatterie et même de menaces. Tout cela a pour but de semer la confusion et de faire paraître le sujet complexe. Il est donc important de sensibiliser à l'effet de ces substances pour permettre à tout le monde de comprendre les dangers des perturbateurs endocriniens. J'espère que cette vidéo était intéressante et qu'elle vous a appris des choses. Si vous voulez me partager votre avis, n'hésitez pas à commenter.